Le magicien d'Oz par Lyman Frank Baum. Chapitre 5. La délivrance du bûcheron en fer blanc. Quand Dorothée se réveilla, le soleil brillait à travers les arbres, et Toto, depuis un bon moment, était occupé à chasser les oiseaux autour d'elle. L'épouvantail était toujours là, debout, qui l'attendait patiemment dans son coin. « Nous devons aller chercher de l'eau, lui dit-elle. « Pourquoi voulez-vous de l'eau » demanda-t-il, étonné. « Pour me nettoyer la figure de la poussière de la route, et aussi pour boire. Sinon, je vais m'étrangler avec le pain sec. »« Cela ne doit pas être très pratique d'être de chair, dit l'épouvantail d'un ton pensif, car il vous faut dormir, boire et manger. Par contre, vous avez de la cervelle, et cela vaut la peine de supporter tous ces ennuis, pour pouvoir penser comme il faut. » Après avoir quitté la chaumière, ils marchèrent au milieu des arbres, et arrivèrent jusqu'à une petite source d'eau claire. Dorothée s'y désaltéra, se baigna et avala son déjeuner. Elle constata qu'il ne restait pas beaucoup de pain dans le panier, et la fillette savait gré à l'épouvantail de ne pas avoir à manger du tout, car il leur restait tout juste de quoi tenir la journée à elle et Toto. Après avoir déjeuné, elle s'apprêtait à regagner la route pavée de briques jaunes, quand un gémissement profond, non loin de là, la fit sursauter. « Qu'est-ce que je viens d'entendre » demanda-t-elle timidement. « Je n'en ai pas la moindre idée, » répliqua l'épouvantail. « Mais on peut toujours aller voir ?» Au même moment, parvint à leurs oreilles un autre gémissement qui semblait venir de derrière eux. Ils se retournèrent et firent quelques pas dans la forêt. Dorothée remarqua alors dans un rayon de soleil quelque chose qui brillait entre les arbres. Elle courut dans cette direction et s'arrêta net en poussant un cri de surprise. L'un des gros arbres était à moitié coupé, et juste à côté, tenant une hache en l'air, se trouvait un homme entièrement fait de fer blanc. Sa tête, ses bras et ses jambes étaient fixés à son corps par des articulations, mais il restait parfaitement immobile et donnait l'impression de ne pas pouvoir bouger du tout. Dorothée le regarda avec stupeur. L'épouvantail fit de même. Quant à Toto, il jappa nerveusement et essaya de planter ses dents dans les mollets de fer blanc, mais ne réussit qu'à se faire mal. « Vous avez gémi » demanda Dorothée. « Oui, » répondit l'homme. « Vous avez bien entendu. Voilà plus d'1 an que je gémis, et personne jusqu'ici ne m'a entendu ou n'est venu à mon secours. »« Est-ce que je peux vous aider » s'enquit-elle doucement, émue par la voix triste de l'homme. « Allez chercher un bidon d'huile et huiler mes articulations, » répondit-il. « Je ne peux faire aucun mouvement, tellement elles sont rouillées. Un bon graissage va me remettre d'aplomb. » Vous trouverez un bidon d'huile sur une étagère dans la chaumière. Aussitôt, Dorothée retourna à la chaumière en courant et trouva le bidon d'huile. Puis elle revint et demanda inquiète. « Où sont vos articulations ?»« Huilez-moi d'abord le cou, » répliqua le bûcheron en fer blanc. Dorothée s'exécuta, et comme il était vraiment très rouillé, l'épouvantail saisit la tête à 2 mains et la fit bouger doucement dans tous les sens, jusqu'à ce qu'elle remue librement. L'homme put alors la tourner tout seul. « Huilez maintenant les jointures de mes bras, » dit-il. Dorothée les huila et l'épouvantail les replia doucement jusqu'à ce qu'ils soient entièrement débarrassés de leur rouille et remis à neuf. Le bûcheron en fer blanc poussa un soupir de satisfaction. Puis il baissa sa hache et l'appuya contre l'arbre. « Je me sens beaucoup mieux, » dit-il. « Je tiens cette hache en l'air depuis que j'ai commencé à rouiller, et je suis heureux de pouvoir enfin la poser. Si vous voulez bien maintenant huiler les articulations de mes jambes, ce serait parfait. » Ils huilèrent donc ses jambes, jusqu'à ce qu'il puisse les remuer à sa guise. Et il les remercia 1000 fois de l'avoir ainsi délivré, car il donnait l'impression d'être quelqu'un de très poli et de très reconnaissant. « J'aurais fini mes jours dans cette position, si vous n'étiez pas passé, » dit-il. « Vous m'avez donc certainement sauvé la vie. Par quel hasard êtes-vous venu jusqu'ici ?»« Nous nous rendons à la cité d'Émeraude pour rencontrer Oz le Grand, » répondit-elle. « Et nous avons fait une halte à votre chaumière pour y passer la nuit. »« Pourquoi devez-vous voir Oz ?» demanda-t-il. « Je veux qu'il me ramène au Kansas. Quant à l'épouvantail, son désir, c'est d'obtenir grâce à Oz un peu de cervelle dans la tête, » répliqua-t-elle. Le bûcheron en fer blanc sembla un instant perdu dans ses réflexions. Puis il dit « À votre avis, Oz pourrait-il me donner un cœur ?
Moi, je pense que oui, répondit Dorothée. S'il peut donner de la cervelle à l'épouvantail, il pourra aussi facilement vous donner un cœur. Très juste, répliqua le bûcheron en fer-blanc. Si donc vous me permettez de me joindre à votre groupe, moi aussi, je vais aller à la cité d'Émeraude et demander à Oz de m'aider. Vous êtes le bienvenu parmi nous, dit aimablement l'épouvantail. Et Dorothée ajouta qu'elle serait ravie d'avoir sa compagnie. Le bûcheron en fer-blanc mit donc sa hache sur son épaule et ils traversèrent tous la forêt pour retrouver la route pavée de briques jaunes. Le bûcheron en fer-blanc avait demandé à Dorothée de mettre le bidon d'huile dans son panier. Car, dit-il, si la pluie me surprend et que je rouille encore, j'en aurai bien besoin. Le sort avait bien fait les choses en donnant à leur groupe ce nouveau compagnon, car peu après leur départ, ils arrivèrent à un endroit où les arbres et les branches, inextricablement emmêlés, empêchaient les voyageurs d'avancer. Mais le bûcheron en fer-blanc se mit au travail, et à l'aide de sa hache, il ne tarda pas à ouvrir un passage pour tout le monde. Dorothée, en marchant, réfléchissait tellement qu'elle ne remarqua pas que l'épouvantail était tombé dans un trou et avait roulé jusqu'au bord du chemin. Il fut obligé d'appeler la fillette à son secours. « Pourquoi n'avez-vous pas contourné le trou » demanda le bûcheron en fer-blanc. « Je ne réfléchis pas assez, » répliqua joyeusement l'épouvantail. « J'ai la tête bourrée de paille. »« Oh, je vois, » dit le bûcheron en fer-blanc. « Mais après tout, la cervelle n'est pas le bien le plus précieux du monde. »« En avez-vous » questionna l'épouvantail. « Non, j'ai la tête entièrement vide, » répondit le bûcheron. « Mais j'ai eu jadis de la cervelle et aussi un cœur. » C'est pourquoi, après avoir essayé les deux, je préfère beaucoup avoir un cœur. « Pourquoi cela » demanda l'épouvantail. « Je vais vous raconter mon histoire, et alors vous comprendrez. » Ainsi, pendant qu'il cheminait à travers la forêt, le bûcheron en fer-blanc raconta l'histoire suivante. « Je suis le fils d'un bûcheron qui abattait des arbres dans la forêt et vendait du bois pour vivre. En grandissant, j'ai appris moi aussi le métier, et à la mort de mon père, je me suis occupé de ma vieille mère jusqu'à la fin de sa vie. Puis, je décidai de me marier, car je ne voulais pas rester seule. Il y avait parmi les jeunes Munchkins une fille très belle. Très vite, je me mis à l'aimer de tout mon cœur. De son côté, elle promit de m'épouser dès que j'aurais gagné assez d'argent pour lui construire une plus belle maison. Je m'attelai donc au travail, comme jamais je ne l'avais fait. Mais cette fille vivait avec une vieille femme, et celle-ci ne voulait pas entendre parler mariage. Elle était tellement paresseuse qu'elle voulait que la fille reste chez elle pour lui faire la cuisine et le ménage. La vieille femme alla donc trouver la méchante sorcière de l'Est et lui promit 2 moutons et une vache si elle empêchait le mariage. Alors, la méchante sorcière jeta un sort à ma hache, et un jour que je travaillais avec ardeur, tant j'avais hâte d'avoir ma nouvelle maison et ma femme, la hache glissa soudain et me coupa la jambe gauche. J'eus d'abord l'impression d'un grand malheur, car un homme qui n'a qu'une jambe ne peut pas faire un bon bûcheron. J'allai donc trouver un fer-blantier et lui demander de me fabriquer une jambe en fer-blanc. La jambe fonctionnait très bien, une fois que j'y fus habituée. Mais ce remède courrouça la méchante sorcière de l'Est, elle qui avait promis à la vieille femme que je n'épouserais pas la jeune et jolie Munchkin. Je me remis à couper les arbres, et de nouveau, ma hache glissa et me coupa la jambe droite. Je retournai chez le ferblantier qui me fabriqua une autre jambe en fer-blanc. Par la suite, la hache ensorcelée me coupa les bras l'un après l'autre, mais je ne me laissai pas décourager et les fis remplacer par des bras en fer-blanc. Alors la méchante sorcière fit glisser ma hache, qui me coupa la tête, et je crus bien ma dernière heure arrivée. Mais le ferblantier se trouvait à passer par là et me fit une nouvelle tête en fer-blanc. Je croyais alors avoir triomphé de la méchante sorcière, et je travaillais plus fort que jamais, mais j'ignorais à quel point mon ennemi était cruel. Elle imagina un nouveau stratagème pour tuer mon amour pour la belle et jeune Munchkin. De rechef, ma hache glissa, me traversa le corps et me coupa en 2. Cette fois encore, le ferblantier vint à mon secours et me fabriqua un corps en fer blanc. Il y attacha mes bras, mes jambes et ma tête en fer blanc, au moyen d'articulations, qui me permirent ainsi de me déplacer comme avant. Mais hélas, je n'avais plus de cœur, et c'est ainsi que je perdis tout mon amour pour la jeune Munchkin. Cela m'était devenu bien égal de l'épouser ou non. Le seul danger était que mes articulations se rouillent, mais je gardais un bidon d'huile dans ma chaumière, et je pris soin de me huiler toutes les fois où c'était nécessaire. Un jour pourtant, j'oubliai de le faire, et au beau milieu d'un orage, avant que j'aie eu le temps de penser au danger, mes jointures avaient rouillé, et je restai plantée dans les bois
jusqu'à ce que vous veniez à mon secours. Ce fut une épreuve terrible, mais depuis 1 an que je suis ici, j'ai compris que ma vraie perte avait été celle de mon cœur. Quand j'étais amoureux, j'étais l'homme le plus heureux du monde. Mais personne ne peut aimer s'il n'a un cœur. C'est pourquoi je suis décidée à demander à Oz de m'en donner un. S'il accepte, j'irai retrouver la jeune Munchkin pour l'épouser. Dorothée et l'épouvantail avaient été tous les deux vivement intéressés par l'histoire du bûcheron en fer-blanc, et ils comprenaient maintenant pourquoi il avait tellement hâte de se procurer un nouveau cœur. « Malgré tout, dit l'épouvantail, moi, je demanderai de la cervelle au lieu d'un cœur, car à quoi bon avoir un cœur quand on est sot ? Moi je prendrai le cœur, répliqua le bûcheron en fer-blanc, car la cervelle ne rend pas heureux, et le bonheur est le bien le plus précieux du monde. Dorothée ne disait mot. Cela l'intriguait de savoir lequel de ses deux amis avait raison. Mais en fin de compte, cela lui était plutôt égal que le bûcheron n'ait pas de cervelle, ni l'épouvantail de cœur, ou que chacun voie son vœu exaucé, pourvu qu'elle retrouvât le Kansas et tante M. Ce qui la tracassait le plus, c'était qu'il ne restait presque plus de pain, ou tout juste de quoi faire un dernier repas pour elle et Toto. Certes, ni le bûcheron ni l'épouvantail ne mangeaient jamais rien, mais elle n'était pas en fer-blanc, encore moins en paille, et il lui fallait manger pour vivre. Le magicien d'Oz, par Lyman Frank Baum. Chapitre 6. Le lion poltron. Pendant tout ce temps, Dorothée et ses compagnons avaient cheminé à travers les bosquets touffus. La route était toujours pavée de briques jaunes, mais elle disparaissait sous les branches cassées et les feuilles mortes, ce qui rendait la marche pénible. Les oiseaux se faisaient rares à cet endroit de la forêt, car les oiseaux recherchent les clairières inondées de soleil. Par contre, on entendait parfois le grognement profond de quelque animal sauvage caché parmi les arbres. Cela faisait battre très fort le cœur de la petite fille, car elle se demandait ce que c'était. Mais Toto, lui, avait compris. Il ne quittait pas Dorothée d'une semelle et n'osait même pas répondre en aboyant. « Combien de temps allons-nous mettre » demanda la fillette au bûcheron en fer-blanc, « pour sortir de la forêt ?»« Je n'ai aucune idée, » s'entendit-elle répondre. « C'est la première fois que je vais à la cité d'Émeraude. Autrefois, mon père avait fait le voyage dans mon enfance, et il avait gardé le souvenir d'une longue marche à travers un pays dangereux, tout en reconnaissant que la région était belle quand on s'approchait de la cité où habite Oz. Mais je ne crains rien avec mon bidon d'huile, et on ne peut pas faire mal à l'épouvantail. Quant à vous, vous portez au front la marque du baiser de la bonne sorcière qui vous protège de tout danger. »« Mais Toto, dit la fillette inquiète, qu'est-ce qu'il a pour le protéger ? » ?»« C'est à nous de le protéger s'il est en danger, » répliqua le bûcheron en fer-blanc. Comme il prononçait ces mots, la forêt retentit d'un formidable rugissement, et l'instant d'après, un lion bondissait sur la route. D'un coup de patte, il fit valser l'épouvantail qui retomba de l'autre côté du chemin. Puis il donna au bûcheron en fer-blanc un coup de ses griffes acérées. Le bûcheron se retrouva par terre et resta étendu immobile, mais à la grande surprise du lion, le fer-blanc portait à peine une éraflure. Quant au petit Toto, maintenant que l'ennemi était là, il courut vers le lion en aboyant. La grosse bête s'apprêtait à le mordre, quand Dorothée, craignant le pire pour Toto et au mépris du danger, se précipita, et de toutes ses forces donna une tape sur le museau du lion en s'écriant « Vous osez mordre Toto ? Vous devriez avoir honte, une grosse bête comme vous, de mordre un pauvre petit chien. »« Je ne l'ai pas mordu, » dit le lion en se frottant le museau avec sa patte, là où Dorothée l'avait tapé. « Non, mais vous avez essayé, » répliqua-t-elle. « Vous n'êtes qu'un gros poltron. »« Je sais, » dit le lion en baissant la tête d'un air penaud. « Vous ne m'apprenez rien. Mais qui puis-je ? Comment voulez-vous que je le sache ? Quand je pense que vous avez frappé un homme empaillé comme le pauvre épouvantail. »« Il est empaillé ?» demanda le lion tout surpris, en la regardant relever l'épouvantail et le remettre sur ses pieds, tandis qu'elle le tapotait pour lui redonner forme. « Bien sûr qu'il est empaillé, » rétorqua Dorothée, encore sous le coup de la colère. « Je comprends maintenant pourquoi il a roulé si facilement, » remarqua le lion. « J'ai été étonnée de le voir tournoyer sur lui-même. »« Et l'autre, il est empaillé aussi ?»« Non, » dit Dorothée, « il est en fer-blanc. » Et elle aida le bûcheron à se remettre d'aplomb. « Voilà pourquoi j'ai failli me casser les griffes, » dit le lion. « Quand elles ont crissé contre le fer-blanc, j'en ai eu la chair de poule. Et ce petit animal que vous aimez si tendrement, qui est-ce ? » ?»« C'est Toto, mon chien, » répondit Dorothée. « Est-il en fer-blanc ou empaillé ? » demanda le lion. « Ni l'un ni l'autre, c'est un chien.
En chair, dit la fillette. Oh, quel curieux animal! Il me semble remarquablement petit, à présent que je le regarde. Il faut être un poltron comme moi pour oser s'attaquer à une si petite créature. Pourquoi êtes-vous un poltron? S'étonna Dorothée en examinant la grosse bête qui avait bien la taille d'un petit cheval. C'est un mystère, répliqua le lion. J'ai dû naître ainsi. Naturellement, tous les autres animaux de la forêt me croient dangereux, car le lion, c'est bien connu, est le roi des animaux. J'ai appris par expérience que si je rugis très fort, tout ce qui respire s'écarte de mon chemin. J'ai toujours eu horriblement peur en présence des hommes, mais il suffit que je rugisse pour qu'ils s'enfuient à toutes jambes. Si les éléphants, les tigres et les ours avaient essayé de m'attaquer, c'est moi qui me serais sauvé, tellement je suis poltron. Mais au moindre de mes rugissements, ils décampent tous, et naturellement, je ne les retiens pas. Ce n'est pas bien du tout. Le roi des animaux ne devrait pas être un poltron, dit l'épouvantail. Je sais, répliqua le lion, en essuyant du bout de sa queue une larme qui perlait. C'est le drame de ma vie, et j'en suis très malheureux. Mais au moindre danger, mon cœur se met à battre très fort. Peut-être avez-vous une maladie de cœur, dit le bûcheron en fer-blanc. Vous devriez vous réjouir, car cela prouve que vous avez un cœur. Je n'en ai pas, moi. Je ne peux donc pas avoir de maladie de cœur. Si je n'avais pas de cœur, réfléchit le lion, je ne serais peut-être pas poltron. Avez-vous de la cervelle? Demanda l'épouvantail. Je l'espère, je n'ai jamais cherché à le savoir, répliqua le lion. Je vais voir Ose le Grand pour lui demander de m'en donner, fit remarquer l'épouvantail, car ma tête est bourrée de paille. Et moi je vais lui demander de me donner un cœur, dit le bûcheron. Et moi je vais lui demander de me renvoyer avec Toto au Kansas, ajouta Dorothée. À votre avis, Ose pourrait-il me donner du courage? Demanda le lion poltron. Pourquoi pas, s'il peut me donner de la cervelle, dit l'épouvantail, ou me donner un cœur, dit le bûcheron en fer-blanc, ou me renvoyer au Kansas, dit Dorothée. Dans ce cas, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vais vous accompagner, dit le lion, car ma vie est tout simplement insupportable si on ne me donne pas un peu de courage. Vous êtes vraiment le bienvenu, répondit Dorothée, car vous allez nous protéger des autres bêtes sauvages. Elles doivent être encore plus poltronnes que vous, si elles se laissent effrayer par vous aussi facilement. En effet, dit le lion, mais cela ne me rend pas plus courageux, et cela me désole d'être un poltron. Une fois de plus, notre petit groupe se remit en route. Le lion faisait d'imposantes enjambées à côté de Dorothée. Au début, Toto accepta mal ce nouveau compagnon. Il n'arrivait pas à oublier qu'il avait failli finir en marmelade entre les puissantes mâchoires du lion. Mais au bout d'un moment, ses ressentiments se dissipèrent, et ils devinrent vite une paire d'amis. La journée passa sans qu'une autre aventure vînt troubler la paix de leur voyage. À un moment donné, toutefois, le bûcheron en fer-blanc mit le pied sur un scarabée qui cheminait sur la route, tuant ainsi la pauvre petite créature. Lui, qui n'aurait pas fait de mal à une mouche, se sentit très malheureux, et tout en marchant, il versait des larmes de regret. Ces larmes ruisselèrent lentement sur son visage, roulèrent jusqu'au ressort de ses mâchoires, qui en rouillèrent. Peu après, Dorothée lui posa une question, et le bûcheron en fer-blanc ne répondit pas. Il ne pouvait plus desserrer les dents. Ceci lui fit très peur. Il s'adressa par geste à Dorothée pour qu'elle le secourût. Peine perdue, car elle n'arrivait pas à le comprendre. Le lion aussi était intrigué. Que se passait-il donc? Mais l'épouvantail saisit le bidon d'huile dans le panier de Dorothée et oignit les mâchoires du bûcheron. L'instant d'après, il reparlait normalement. « Cela m'apprendra, dit-il, à regarder où je mets les pieds, car il m'arrivait de tuer un autre insecte, je ne pourrais retenir mes larmes, la rouille me coincerait les mâchoires et m'empêcherait de parler. » Puis il poursuivit son chemin avec maintes précautions, les yeux fixés sur la route, et dès qu'il voyait la moindre petite fourmi avançant péniblement, il l'enjambait pour éviter de lui faire du mal. Le bûcheron en fer-blanc savait pertinemment qu'il n'avait pas de cœur. C'est pourquoi il prenait grand soin de n'être jamais cruel ni méchant à l'égard de qui que ce soit. « Vous autres qui avez un cœur pour vous guider, dit-il, vous ne risquez jamais de faire du mal. Mais moi, qui n'en ai pas, je dois être très prudent. Dès qu'Ose m'aura donné un cœur, naturellement, je n'aurai plus besoin de me surveiller à chaque instant. »